Avez-vous déjà remarqué comment parfois vous réagissez avant même de réfléchir et que ce n'est qu'après coup que vous ressentez ce regret désagréable? Un message anodin sur votre téléphone, une critique inattendue, une provocation au travail, une injustice qui vous frappe de plein fouet. Avant même de vous en rendre compte, vous avez réagi impulsivement. Votre voix s'est élevée, votre ton a changé, l'émotion a pris le dessus, et quelques secondes plus tard, le sentiment est toujours le même. C'était plus fort que moi. Cela vous est-il déjà arrivé? En réalité, presque tout le monde vit ainsi. On réagit automatiquement, comme s'il n'y avait aucun espace entre ce qui se passe et ce que l'on ressent, comme si le monde avait le pouvoir d'appuyer sur des boutons invisibles en nous. Et le plus étrange, c'est qu'au moment de la réaction, on a l'impression de n'avoir aucun choix. Cela paraît inévitable. On a l'impression que ne pas réagir reviendrait à renier qui l'on est. Mais est-ce vraiment le cas? Ou bien, tout simplement, ne nous a-t-on jamais appris à créer cet espace pour maîtriser nos émotions? Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Derrière nos réactions impulsives se cache un schéma insidieux, qui n'a rien à voir avec la faiblesse, mais avec l'habitude. L'esprit apprend à réagir vite, car il y est conditionné jour après jour, depuis le plus jeune âge. Dès que quelque chose menace l'ego, l'image qu'on se fait de soi, la fierté ou les attentes, la réaction précède la prise de conscience, et plus on réagit, plus ce réflexe se renforce. Le problème, c'est que réagir impulsivement ne résout presque jamais rien. Au contraire, cela crée des conflits inutiles, nuit aux relations, engendre de la culpabilité, épuise l'énergie et, surtout, vous fait perdre le contrôle de votre vie émotionnelle. Vous finissez par vivre en mode réaction et non en mode choix. C'est comme si chaque personne, chaque situation, chaque mot, avait un accès direct au volant de vos émotions. Et si je vous disais que ce cycle peut être brisé, et que cela ne nécessite ni force brute, ni refoulement émotionnel, ni froideur, ni distance, il existe un exercice simple, ancien, et pourtant rarement pratiqué, qui enseigne précisément cela. Comment cesser de réagir à ce que l'on ne peut contrôler? Un exercice qui ne promet pas de changer le monde qui vous entoure, mais qui transforme quelque chose de bien plus puissant, votre façon d'y réagir. Cet exercice s'inspire du stoïcisme, une philosophie pratique conçue précisément pour faire face à la pression, au chaos, aux critiques et à l'injustice, non pas comme une belle théorie, mais comme un outil pour développer sa force mentale. Il débute au moment précis où presque tout le monde échoue, l'instant entre le stimulus et la réaction. C'est là que tout se joue, c'est là que l'on perd ou que l'on reprend le contrôle. Jusqu'à présent, vous avez peut-être cru que réagir vite était un signe d'authenticité, que refouler ses émotions était une faiblesse ou que maîtriser ses impulsions était réservé à ceux qui ne ressentent rien. Mais si le véritable pouvoir résidait dans le ressenti, et pourtant dans le choix de ne pas réagir, et si la maîtrise de soi n'était pas une répression, mais une liberté, gardez bien cette idée en tête, car à partir de maintenant, nous allons entrer précisément dans ce point invisible, où la plupart des gens perdent le contrôle, et où peu apprennent à le garder. Et peut-être qu'en écoutant ceci, une situation précise vous est déjà venue à l'esprit. Cette conversation qui a dégénéré, cette réaction que vous auriez aimé retenir, ce moment où tout en vous hurlait avant même que votre conscience puisse s'exprimer. Si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous sur ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Pas besoin de longs discours. Parfois, une simple phrase suffit. Votre expérience peut aider d'autres personnes qui traversent exactement le même genre de combat intérieur. Si vous vous êtes déjà dit « c'est tout à fait moi », aimez cette vidéo. Ce simple geste a un impact bien plus grand qu'il n'y paraît, car il permet de transmettre ce message à celles et ceux qui croient encore n'avoir aucun choix face à leurs réactions impulsives. Et si ce type de réflexion vous apporte de la force, abonnez-vous à la chaîne, non pas par automatisme, mais par choix conscient de poursuivre ce chemin vers la maîtrise de ses émotions et la force mentale. Votre participation est essentielle pour faire vivre cet espace, le faire grandir et toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message au bon moment. Maintenant, accrochez-vous bien, car à partir de maintenant, nous allons aborder le point le plus important de tous, cet instant presque imperceptible où la réaction naît et où vous pouvez apprendre à l'arrêter avant qu'elle ne vous submerge. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car il existe une vérité cachée que presque personne n'ose affronter honnêtement.
Réagir impulsivement n'a jamais été une preuve de force, bien qu'elle puisse donner l'impression d'être une manifestation d'énergie, de courage ou d'authenticité. La réaction automatique est, en réalité, une perte de contrôle silencieuse. C'est le moment où l'on abandonne le contrôle de ses émotions à un élément extérieur, une phrase prononcée, un geste déplacé, une situation inattendue, et c'est tout. L'environnement décide de ce que l'on ressentira, de ce que l'on dira, et souvent même de qui l'on deviendra à cet instant précis. Le problème, c'est que cela arrive si vite que l'esprit se forge ensuite une explication rassurante. Il vous persuade que vous deviez réagir, que c'était justifié, inévitable. Mais, en toute honnêteté, vous savez que quelque chose suit presque toujours. Le regret, parfois immédiat, parfois il surgit des heures plus tard, avec le silence qui s'installe. Ce sentiment désagréable d'être allé trop loin, d'avoir dit quelque chose qui ne vous ressemble pas, d'avoir agi à l'encontre de vos propres valeurs. C'est comme si, l'espace de quelques secondes, vous vous étiez trahi. Et ce poids est lourd à porter. C'est ce qui vous affaiblit le plus. Ce n'est pas le conflit extérieur mais son impact intérieur. La culpabilité sourde, les ruminations, le monologue intérieur qui se répète sans cesse, avec des versions idéalisées de ce que vous auriez pu dire ou faire, de l'énergie gaspillée, une clarté perdue. Et petit à petit, cela façonne un état d'esprit réactif où vous passez plus de temps à éteindre des incendies émotionnels qu'à prendre des décisions conscientes. Le chemin devient alors une question de survie et non de direction. Lorsque vous réagissez impulsivement, vous enseignez aussi au monde qui vous entoure un danger, celui de croire que n'importe qui peut vous déstabiliser. Les gens apprennent où appuyer, les circonstances apprennent à vous déstabiliser. Et sans vous en rendre compte, vous commencez à vivre au rythme des stimuli extérieurs, adaptant constamment votre humeur, votre comportement et même votre estime de soi aux événements extérieurs. Ce n'est pas la liberté, c'est une dépendance affective déguisée en intensité. Voici une révélation importante. Ne pas réagir ne signifie ni tout accepter, ni rester silencieux indéfiniment, ni devenir passif. Cela signifie choisir quand et comment agir. Cela signifie décider en pleine conscience et non par réflexe. Cette différence change radicalement l'impact de vos décisions, car une réponse réfléchie est intentionnelle. Une réaction impulsive provoque une décharge émotionnelle. L'une s'accumule, l'autre explose. C'est précisément à ce stade que le stoïcisme prend tout son sens en tant que pratique, et non comme une théorie abstraite. Il ne vise pas à vous transformer en une personne froide ou indifférente, mais à vous restaurer quelque chose d'essentiel qui s'est perdu au fil du temps, la maîtrise de soi. Les stoïciens ont très tôt compris que le monde extérieur est instable par nature. Les gens changent, les situations deviennent incontrôlables, des injustices se produisent. La seule chose qui puisse véritablement être travaillée, c'est notre façon de réagir face à tout cela. Quand on commence à percevoir les réactions impulsives comme une habitude plutôt que comme une fatalité, quelque chose change en nous, car les habitudes peuvent être brisées. Et le simple fait de réaliser qu'il existe un espace, si infime soit-il, entre les événements et nos actions, ouvre déjà une nouvelle perspective, celle d'une transformation silencieuse, mais profonde. C'est dans cet espace intérieur que se forge la force mentale. Peut-être personne ne vous l'a jamais montré. Peut-être avez-vous passé des années à croire que se sentir fort signifie agir vite. Mais la maturité vient lorsqu'on comprend que toutes les émotions n'ont pas besoin de se traduire en action et que toutes les provocations ne méritent pas de réponse. Cette compréhension ne vous affaiblit pas, elle vous redonne du pouvoir. Un pouvoir calme, discret, mais extrêmement stable. Commentez ci-dessous. Cela me paraît logique. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet car il existe un principe stoïcien qui transforme radicalement notre perception de nous-mêmes, du monde et des situations quotidiennes. Ce principe, d'apparence simple, est pourtant d'une grande profondeur. La distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Cela paraît évident, mais la plupart des gens vivent en réalité à l'inverse, s'efforçant de contrôler l'incontrôlable et négligeant ce qui dépend véritablement d'eux. Les stoïciens ont compris une chose qui reste une révélation encore aujourd'hui. Une grande partie de la souffrance humaine provient de cette confusion. Les gens tentent de contrôler les opinions d'autrui, leurs décisions, les événements imprévus, le passé, l'avenir, le hasard. Et lorsque ces tentatives échouent inévitablement, la frustration, la colère
et un sentiment d'injustice surgissent. L'esprit se heurte à la réalité, et chaque fois qu'il perd cette bataille, il réagit, non par choix, mais par ignorance d'une autre voie. C'est là que la contribution centrale de Épictète, c'est l'un des piliers du stoïcisme. Pour lui, la véritable liberté n'a rien à voir avec le pouvoir extérieur, l'argent, le statut social ou le contrôle sur autrui. La liberté commence lorsqu'on comprend sincèrement qu'une seule chose est véritablement maîtrisable: nos propres réactions, nos jugements, nos décisions, notre attitude face aux événements. Tout le reste est variable, instable, hors de notre contrôle. Il ne s'agit pas d'une idée abstraite, mais d'un changement de perspective concret. Accepter que l'on ne maîtrise pas le comportement d'autrui, mais que l'on contrôle sa propre réaction, engendre un rééquilibrage intérieur. Comprendre que l'on ne maîtrise pas les événements, mais que l'on maîtrise leur interprétation et sa réaction, transforme la vie, la faisant passer pour une agression constante. Le cheminement intérieur s'affine, même lorsque le monde extérieur demeure chaotique. Beaucoup confondent cela avec la passivité. Ils pensent que le stoïcisme enseigne à tout encaisser, à accepter les injustices ou à devenir indifférent. C'est une interprétation superficielle. Le stoïcisme propose la maîtrise de soi, non l'inaction. Il s'agit d'agir quand c'est pertinent, et non de réagir sous le coup de l'émotion. Il s'agit de choisir le moment, le ton, l'intention. Il s'agit de ne laisser aucun stimulus extérieur dicter ses décisions. Quand on tente de contrôler ce qui nous échappe, on s'épuise. On vit dans un état d'alerte constant, sous tension, attendant que le monde se comporte comme on l'imagine. Mais lorsqu'on se tourne vers l'intérieur, un phénomène curieux se produit. L'impact des choses diminue. Non pas qu'elles cessent d'exister, mais qu'elles cessent de nous dominer. La transformation commence par ce silencieux transfert de pouvoir. Voici la vérité cachée que les stoïciens ont comprise très tôt. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui blesse, mais l'interprétation automatique que l'on en fait. Ce n'est pas la provocation elle-même, mais la décision inconsciente de réagir. Et les décisions inconscientes peuvent être ramenées à la conscience. C'est le fondement de la force mentale. Quelque chose d'invisible, d'inaudible, mais d'extrêmement solide. Lorsque vous commencez à pratiquer cette distinction, ceci est sous mon contrôle, cela ne l'est pas. Votre rapport aux émotions se transforme. Elles continuent de se manifester, mais elles cessent de vous dominer. Vous apprenez à les observer avant de leur obéir. Et dans ce court instant, quelque chose de nouveau naît. La clarté. La clarté qui permet des réactions plus affirmées, des choix plus justes et un sentiment de cohérence intérieure. Vous pouvez encore commettre des erreurs, mais vous ne vous sentez plus prisonnier de vos émotions. Ce principe ne promet pas une vie sans difficultés. Il promet quelque chose de plus réaliste et de plus puissant, une vie où les difficultés ne définissent pas qui vous êtes, où vos décisions sont prises en pleine conscience et non par impulsion, où vous commencez peu à peu à ressentir un équilibre intérieur, même lorsque tout autour de vous est instable. C'est précisément à partir de cette compréhension qu'un exercice spécifique prend tout son sens. Un exercice qui ne vise pas à changer le monde, mais à modifier votre rapport à celui-ci. C'est à ce moment précis que la maîtrise cesse d'être une théorie et devient une pratique quotidienne. Notez ceci, je suis moi aussi dans ce voyage. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car c'est là que la simple compréhension cède la place à la pratique concrète. L'exercice stoïcien de la pause consciente est simple, d'une franchise presque déconcertante, et c'est peut-être pour cela qu'il est si rarement pratiqué. Il commence précisément au moment où un événement se produit, et où l'on sent la réaction monter avant même qu'elle ne se manifeste. Pas après, pas lorsque l'émotion a déjà explosé. Il se situe à l'instant initial, lorsque le corps réagit, que la pensée s'emballe et que l'envie de répondre surgit. L'idée est de créer une pause intentionnelle, une brève interruption intérieure et silencieuse. Il ne s'agit pas d'arrêter le monde, ni de faire comme si de rien n'était. Il s'agit de s'arrêter soi-même. Dans cette pause, au lieu de juger, de justifier ou de réagir, on nomme simplement l'événement tel qu'il est. Un fait, rien de plus. J'ai reçu un message dur. J'ai entendu des critiques. On m'a contredit. Pas d'adjectif, pas d'histoire, pas d'attaque personnelle. Juste le fait brut, observé. Cette catégorisation modifie profondément le fonctionnement de l'esprit, car c'est le jugement qui déclenche la réaction. Quand on pense « c'était injuste »,
C'était irrespectueux, c'est une agression, le corps se met en mode défense. L'émotion prend le dessus, mais lorsqu'on réduit l'événement à un fait neutre, un phénomène curieux se produit. L'impulsion perd de sa force. Elle ne disparaît pas, mais elle s'affaiblit. Et c'est dans cet affaiblissement que naît l'espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace est infime au départ, parfois 2 secondes, parfois une simple respiration. Mais c'est suffisant pour changer de décision. Pensez à des situations courantes. Quelqu'un vous coupe la route, un collègue fait une remarque désobligeante, un message arrive sur un ton inattendu. Le réflexe habituel est de réagir automatiquement. Cet exercice propose une autre approche. Vous ressentez la réaction, vous la reconnaissez, vous faites une pause et vous la nommez. Voilà ce qui s'est passé. C'est tout, sans vous laisser submerger par l'émotion. Avec la pratique, on commence à remarquer quelque chose qui passait inaperçu auparavant. L'émotion monte comme une vague, mais elle retombe aussi si on ne l'alimente pas. Le problème n'a jamais été de ressentir. Le problème a toujours été d'obéir immédiatement. La pause consciente ne réprime pas, elle observe. Et observer est déjà un acte de maîtrise intérieure. C'est là que l'état d'esprit commence à se transformer de l'intérieur. Les premiers jours, vous échouerez. Vous réagirez en vous remémorant l'exercice. Et cela fait partie du processus. Malgré tout, quelque chose a déjà changé. Vous avez pris conscience de la situation. Et la perception est le point de départ de toute transformation. Progressivement, la pause précède la réaction et non plus ne la suit. Vous commencez à sentir l'impulsion venir et, au lieu de vous y perdre, vous la maîtrisez consciemment. Cet exercice révèle aussi une vérité importante. La plupart des situations n'exigent pas de réponse immédiate. L'urgence est presque toujours émotionnelle et non réelle. En prenant le temps de la réflexion, des décisions plus judicieuses émergent. Parfois, on choisit de répondre fermement. Parfois, on choisit le silence. Parfois, on choisit de reporter. Toutes ces options sont des forces. Réagir de manière impulsive n'en est pas. Une pause consciente transforme vos relations, votre journée et l'image que vous avez de vous-même. Vous commencez à vous faire davantage confiance, car vous réalisez que vous n'êtes plus à la merci des influences extérieures. Le monde reste le même, mais votre rapport à lui change. Et ce changement est silencieux, profond et progressif. C'est à ce stade que l'exercice cesse d'être une simple technique et devient une philosophie de vie. Une manière d'avancer avec plus de clarté, moins d'usure et des décisions plus conscientes. Et à mesure que cette pratique s'installe, d'autres dimensions se révèlent, expliquant pourquoi cet exercice, malgré sa simplicité, est si puissant lorsqu'on le prend au sérieux. Commentez ci-dessous, cela me paraît logique. Je souhaite maintenant approfondir ce sujet, car une erreur souvent négligée conduit nombre de personnes à abandonner le stoïcisme avant même d'éprouver une véritable transformation. Cette erreur consiste à confondre maîtrise de soi et répression émotionnelle. La personne comprend qu'elle ne devrait pas réagir et en conclut hâtivement qu'elle doit ravaler ses sentiments, faire comme si de rien n'était, refouler ses émotions. Or, non. Seulement cette approche est inefficace, mais elle engendre un effet secondaire dangereux. Quand on tente de refouler ses émotions, elles ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Elles persistent en sourdine, pesant lourdement, attendant la moindre occasion pour exploser avec une force décuplée. On se croit fort, mais en réalité, on ne fait que retarder l'explosion. Le corps le ressent, l'esprit réclame des réponses. Et finalement, tout déborde, généralement au mauvais moment, avec la mauvaise personne, et de la manière la plus destructrice qui soit. Ce n'est pas de la force, c'est de la tension accumulée. Le stoïcisme n'a jamais proposé cela. Au contraire, il découle d'une compréhension bien plus mature de la nature humaine. Les émotions sont inévitables, mais l'obéissance automatique à ces émotions ne l'est pas. Il existe une différence fondamentale entre ressentir et agir, entre reconnaître et réagir, entre observer et identifier. Et cette différence modifie radicalement l'impact de vos décisions. Quand quelque chose se produit et que vous ressentez de la colère, de la tristesse, de la frustration ou de la peur, l'exercice n'est pas de le nier. Il s'agit de le reconnaître clairement. Il s'agit de se dire intérieurement « c'est de la colère, c'est de la frustration, c'est de la peur ». Nommer l'émotion sans s'y identifier, sans se raconter d'histoire, sans chercher de coupable, simplement la reconnaître. Ce simple geste crée déjà une distance. Et la distance engendre la liberté. Beaucoup pensent que ceux qui ne réagissent pas sont froids,
distant ou insensible. C'est une idée reçue, mais erronée. La froideur est une forme de déconnexion. La clarté est une présence. Le stoïcien ne se détache pas de ses émotions. Il les aborde consciemment. Il observe l'émotion comme on observe un nuage passager. Il sait qu'elle existe, il sait qu'elle a un impact, mais il ne la laisse pas décider à sa place. Cette attitude exige une maturité émotionnelle. Elle implique d'accepter que ressentir ne signifie pas forcément agir, qu'on peut être profondément troublé et choisir le silence, qu'on peut éprouver de la colère et répondre avec fermeté et respect, qu'on peut ressentir de la tristesse et continuer d'avancer. Cela ne diminue pas l'émotion, cela la structure. Il y a là une vérité cachée que peu de gens perçoivent. Plus on tente de se protéger des émotions, plus on y devient vulnérable, car cette lutte constante est épuisante. Mais lorsqu'on accepte la présence des émotions et qu'on cesse de les refouler, quelque chose change. Elles s'estompent plus vite, elles perdent le contrôle, elles cessent d'être des ennemis et deviennent des informations. C'est un tournant décisif. L'émotion cesse d'être un ordre et devient un signal, une information à prendre en compte avant de décider, et non l'inverse. Ce changement d'état d'esprit modifie profondément votre façon d'aborder les conflits, les critiques, les frustrations, et même vos propres pensées. Vous commencez à comprendre qu'il n'est pas nécessaire de gagner toutes les batailles intérieures pour avancer, mais simplement d'éviter de vous y perdre. Quand on confond force mentale et froideur, beaucoup abandonnent, persuadés que cette voie est inhumaine. Mais quand on comprend que la force, c'est la lucidité, tout s'éclaire. La lucidité pour ressentir, la lucidité pour faire une pause, la lucidité pour choisir. L'impact est cumulatif. Cela ne change pas un jour précis, mais la façon dont on vit ces journées. C'est précisément de cette compréhension que découle la profondeur de la pratique de la pause. Car il ne s'agit pas seulement de s'arrêter avant de réagir, mais d'apprendre à accueillir ce qui se présente sans se laisser submerger. C'est alors que la pratique cesse d'être une technique et devient une posture intérieure constante, révélant des nuances qui n'apparaissent qu'avec le temps et une observation sincère de soi. Notez ceci, la clarté est une force. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car lorsque cet exercice cesse d'être une simple idée intéressante et devient une pratique quotidienne, quelque chose de très concret se produit. Il ne s'agit pas d'un changement radical du jour au lendemain, ni d'une révélation spectaculaire. C'est un ajustement discret dans notre façon d'aborder la vie, et c'est précisément parce qu'il est discret que son impact est profond. Avec le temps, on se rend compte que les conflits s'apaisent, non pas parce que les gens ont changé, mais parce qu'on a changé sa façon d'aborder les situations. Cette dispute qui dégénérait rapidement s'essouffle désormais. Cette provocation qui nous obsédait des heures passe presque inaperçue. On commence à choisir ses combats. Et ce choix, répété jour après jour, engendre quelque chose de rare, le respect de soi. Non pas le respect qui dépend de la validation extérieure, mais le respect de savoir qu'on ne s'abandonne pas émotionnellement à chaque difficulté. La qualité des décisions s'en trouve également améliorée. En évitant les réactions impulsives, on adopte une approche plus stratégique. L'émotion joue toujours un rôle, mais elle ne prend plus le dessus. On commence à anticiper les conséquences avant d'agir, à percevoir des nuances auparavant imperceptibles. C'est comme si l'esprit retrouvait un espace de respiration. Cela influence les conversations difficiles, les choix de carrière, les relations personnelles et même les petites décisions du quotidien. La démarche n'est plus réactive mais intentionnelle. L'effet le plus puissant réside peut-être dans ce sentiment de stabilité intérieure. Même les jours difficiles, même quand quelque chose tourne mal, un point d'ancrage demeure. On en ressent l'impact bien sûr, mais on ne s'y perd pas. Cela transforme radicalement notre façon d'appréhender la frustration, la pression et l'incertitude. Le monde reste imprévisible, mais on ne se sent plus à la dérive. Cette stabilité est discrète, silencieuse mais elle soutient tout. C'est la force silencieuse de ceux qui ne réagissent pas à tout. Une force qui n'a pas besoin de faire ses preuves, car elle ne dépend pas d'une approbation immédiate. Une force qui se construit dans l'ombre, loin des applaudissements, mais qui se manifeste dans les moments décisifs. Ces personnes sont souvent sous-estimées, précisément parce qu'elles ne s'emportent pas constamment. Pourtant, ce sont elles qui gardent leur sang-froid lorsque la situation dégénère. Ce n'est pas un hasard si cette attitude se retrouve chez des figures historiques qui ont dû faire face à des pressions extrêmes. Marc Aurèle par exemple, il régnait sur un empire entier, cerné par les guerres,
les trahisons, les maladies et l'instabilité politique. Pourtant, son parcours personnel révèle un homme profondément à l'écoute de son monde intérieur. Il avait compris qu'il était vain de tenter de maîtriser le chaos extérieur s'il était lui-même gouverné par ses émotions. Le Khan, véritable pouvoir, prenait racine en soi. Voici une révélation importante. Nul besoin d'un empire pour vivre sous pression. Chacun affronte son propre champ de bataille quotidien, et notre façon d'y réagir façonne notre personnalité. Lorsque nous pratiquons la pleine conscience, lorsque nous reconnaissons nos émotions sans y obéir, lorsque nous privilégions la réflexion à la réaction impulsive, nous développons bien plus que la simple maîtrise de soi. Nous forgeons notre caractère. Avec le temps, cela modifie votre état d'esprit. Vous commencez à avoir davantage confiance en vous, car vous réalisez que vous pouvez gérer les situations difficiles sans vous perdre. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, elle est sereine. Et plus vous êtes serein, moins vous ressentez le besoin de faire vos preuves. L'impact sur les relations est profond. On perçoit lorsqu'une personne n'est pas facilement manipulable émotionnellement. On perçoit lorsqu'une personne répond avec lucidité et non par impulsion. Cette pratique quotidienne procure aussi une étrange sensation de liberté. La liberté de ne plus avoir à réagir immédiatement. La liberté de ne plus ruminer des pensées inutiles. La liberté de clore plus rapidement les cycles émotionnels. C'est une transformation qui s'opère de l'intérieur vers l'extérieur, presque imperceptible, mais extrêmement constante. Et lorsque vous commencez à percevoir ces effets, quelque chose d'encore plus intéressant se révèle, la prise de conscience, que cet exercice peut être approfondi, qu'il existe des niveaux plus subtils de pause, d'observation et de choix, des niveaux qui n'apparaissent que lorsque la pratique cesse d'être occasionnelle et devient une composante de votre attitude face à la vie. Commentaire ci-dessous, le pouvoir silencieux. J'aimerais maintenant approfondir ce sujet, car cette compréhension ne prend tout son sens que lorsqu'elle passe du domaine de la théorie à celui de la pratique quotidienne, non pas comme un défi rigide, ni comme une promesse grandiose, mais comme une expérience sincère avec soi-même, une simple invitation. Expérimentez la pause consciente au cours des prochaines 24 heures, dans une situation réelle et courante, une de celles qui passeraient normalement inaperçues, ou qui vous font toujours réagir de la même manière. Il peut s'agir d'un message maladroit, d'une remarque qui réveille de vieilles blessures, d'un petit contretemps qui provoque généralement une irritation automatique. Dans ce cas, n'essayez pas de changer le monde, la personne ou la situation. Suivez simplement les conseils donnés jusqu'ici. Observez l'impulsion qui se manifeste, accueillez l'émotion sans la combattre et accordez-vous une courte pause intérieure. Reconnaissez les faits tels qu'ils sont. Observez ce qui se passe en vous lorsque vous ne réagissez pas immédiatement. La première sensation sera peut-être étrange, un certain malaise, comme si vous reteniez quelque chose. Mais en observant attentivement, vous comprendrez qu'il ne s'agit pas de refoulement mais d'espace. Un espace nouveau, qui n'existait pas auparavant. Et dans cet espace, des choix se présentent. Parfois, vous répondrez, mais d'un autre point de vue. Parfois, vous déciderez de ne pas répondre. Parfois, vous réaliserez que cela ne méritait même pas autant d'énergie. Chacune de ces décisions participe déjà à la transformation. Le plus intéressant dans cet exercice n'est pas toujours de réussir du premier coup, mais d'être attentif, d'observer en temps réel le fonctionnement de son propre esprit, de déceler des schémas auparavant trop automatiques pour être remarqués. Au fil de la journée, on prend conscience du nombre de fois où l'on a failli réagir et faire un choix différent. Et même lorsqu'on réagit, on s'en rend compte plus rapidement. Cette prise de conscience transforme complètement le parcours, car on cesse de vivre en pilote automatique. Ne voyez pas cela comme une quête de perfection. Voyez-le plutôt comme une introspection, une manière de mieux comprendre vos émotions, la genèse de vos décisions et les moments où vous avez tendance à perdre le contrôle. Ce type d'observation produit un impact discret mais progressif. En quelques jours, vous ressentirez une plus grande cohérence intérieure, et en quelques semaines, une plus grande stabilité. Non pas que les problèmes aient disparu, mais parce que votre rapport à eux a évolué. Il y a quelque chose d'incroyablement puissant à réaliser, qu'on peut traverser une journée difficile sans se perdre émotionnellement, qu'on peut ressentir tout ce qu'on a besoin de ressentir et choisir comment agir. Cela change notre perception de nous-mêmes, cela change notre état d'esprit, cela change notre façon d'aborder les situations. Et ce changement, même subtil, commence à se refléter dans des décisions plus justes, des relations plus conscientes et un sentiment croissant de maîtrise intérieure.
Cette invitation à la pratique n'est pas une fin en soi, mais un point de départ. Car plus vous observez, plus les niveaux de lecture se multiplient, plus les subtilités se révèlent, plus les révélations sur la façon dont de petites pauses peuvent modifier de grandes réactions s'intensifient. Et c'est dans cet approfondissement que l'exercice cesse d'être une pratique occasionnelle et devient une composante de votre philosophie de vie. Si vous souhaitez sincèrement tenter l'expérience, écrivez en commentaire « Je vais m'entraîner à faire une pause ». Ou si un commentaire décrit parfaitement ce que vous ressentez, écrivez. Cela correspond exactement à ce que je ressens. Cet échange crée un espace de partage où ce cheminement cesse d'être solitaire et devient collectif. De là, d'autres dimensions de ce même thème se révèlent naturellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose dans ce parcours a résonné en vous. Alors, abonnez-vous à la chaîne pour approfondir ce type de contenu, non pas par habitude, mais par choix conscient de continuer à réfléchir, à vous entraîner et à renforcer cette maîtrise intérieure au quotidien. L'objectif est de vous offrir des conseils applicables à la vie réelle, et non pas de vous laisser submerger par l'émotion. Si vous le souhaitez, laissez un commentaire pour nous dire que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Un simple « Ce message était pour moi » ou « Je vous soutiens jusqu'au bout » suffit. Je lis et je suis les discussions, et cela contribue vraiment à maintenir cet espace vivant, connecté et à toucher davantage de personnes qui suivent ce même cheminement silencieux. Et si, à un moment ou un autre de la vidéo, vous avez ressenti ce sentiment d'identification, cette impression d'une conversation personnelle, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». C'est une façon directe de montrer que cet échange était enrichissant et que ce type de réflexion mérite de se poursuivre. Vous trouverez ici une vidéo qui complète parfaitement ce sujet et approfondit la notion de maîtrise des émotions et de force mentale. Cliquez pour poursuivre votre lecture.